Depuis les dernières élections législatives, la situation politique est particulièrement difficile à suivre. Qui s'allie avec qui? Quelles sont les lois qui peuvent être votées? Dans une Assemblée nationale tripartite, ce n'est pas si simple d'y voir clair, surtout que les éléments de langage des partis politiques correspondent rarement à la réalité de leurs actions. En ce moment, c'est le vote du budget qui est au cœur de tous les débats. D'un côté, on a le gouvernement qui affirme qu'il s'agit là d'un budget juste et nécessaire. Je présente un budget de redressement pour le pays pour éviter la crise, pour éviter l'austérité, pour éviter justement que les services publics de proximité, que notre investissement dans la croissance soit ralenti. C'est un budget de solidarité, c'est un budget de responsabilité et c'est un budget, c'est un mot auquel vous êtes attentif, de souveraineté. De l'autre, des indignations en tout genre, provenant de quasiment toutes les formations politiques. C'est de la boucherie fiscale purement et simplement. Notre objectif, c'est de s'opposer à cette boucherie, la vôtre, la boucherie des services publics que ce budget d'austérité. Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes, je me demande si vous n'êtes pas devenu le Premier ministre rêvé du nouveau Front populaire. Clairement un mauvais budget, un budget sans vision, sans dessin d'avenir, c'est simplement le budget de la taxe et du rafistolage. Au moment où nous publions cette vidéo, le budget est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale après avoir été examiné en commission des finances. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les discussions sont houleuses. Alors, anti-riche ou au contraire austéritaire, qu'est-il réellement en train de se passer du côté économique ? Écologie, éducation, santé, emploi, retraite, impôts, que contient réellement ce budget? Quelles vont être les conséquences sur nos vies? Ce projet de loi de finances peut-il réellement passer? Que se passe-t-il si l'Assemblée nationale refuse de le voter? Qui se positionne? Comment, face à tout ça, au niveau des partis politiques? On décrypte toute cette séquence pour y voir plus clair dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Avant d'aller plus loin sur le budget, il faut bien comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit, l'état de la situation économique de la France. Avec le marasme politique et géopolitique, cette actualité est un peu passée sous les radars, et elle est pourtant cruciale au niveau économique. Pendant des mois, et bien avant les élections législatives, le gouvernement en place a dissimulé l'ampleur du déficit budgétaire de la France. Il était annoncé à 4,1% initialement pour 2025, puis à 5,1%, mais au début du mois de septembre 2024, coup de tonnerre, une note de la Direction générale du Trésor est rendue publique. Elle est datée du 17 juillet 2024 et annonce que le déficit va se creuser à 5,6% du PIB en 2024 et jusqu'à 6,2% du PIB en 2025 si on ne change rien dans le prochain budget. Pour vous donner une idée, si on fait la différence avec ce qui avait été annoncé sur juste l'année 2024, la dégradation atteint 34 milliards d'euros en seulement 7 mois. Comme le fait remarquer le journaliste Mathias Thépaut dans les colonnes de Mediapart, c'est 3 fois plus que ce que le gouvernement démissionnaire compte économiser en 2027 grâce à sa fameuse réforme des retraites, repoussant l'âge de départ à 64 ans. Et cette dégradation très nette, le gouvernement pouvait l'apercevoir dès le mois de septembre 2023, puisque les services de Bercy avaient publié dans un communiqué un solde négatif d'une ampleur assez inédite. Donc ça fait des mois, voire des années, que le gouvernement savait probablement ce qu'il se passait et que ça n'a pas été rendu public. En mai dernier déjà, le président de la commission des finances du Sénat s'adressait ainsi au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Sur ces questions-là, on ne peut pas être péremptoire. Il y a trop de choses qui échappent au ministre des Finances. D'une certaine façon, la croissance exacte, elle est quand même liée à un environnement. C'est pas la France seule qui décide de sa croissance. Bon. Bref, depuis, certains accusent le gouvernement d'avoir volontairement dissimulé l'état des comptes publics et une commission d'enquête parlementaire a été ouverte sur ce dérapage. L'ancien ministre de l'économie, lui, semble plutôt confiant et le président de la commission des finances du Sénat en tire cette conclusion. Donc voilà, très mauvais bilan et au final, le ministre de l'économie laissera des comptes publics totalement dégradés pour ses successeurs. Bref, en attendant le résultat de cette commission, il va falloir trouver des dizaines de milliards d'euros
et vite sur le budget 2025. C'est ça le sujet de notre vidéo et il semblait essentiel à notre rédaction de rappeler pourquoi nous en sommes arrivés là. Ceci étant dit, le chiffre clé, c'est 60 milliards d'euros. Pour revenir sous 3% de déficit en 2029, le premier pas consiste à viser 5% l'année prochaine. Et 5%, c'est déjà difficile. Il faut donc économiser pour cela 2% du produit intérieur brut, soit 60 milliards d'euros. Il va donc falloir trouver 60 milliards d'euros et vite pour pouvoir établir le budget de l'année 2025. Et pour ça, il va falloir faire des choix. Quels sont ceux du gouvernement de Michel Barnier ? Eh bien, tout est dans le projet de loi de finances. C'est pour ça que ça fait autant de bruit. On le rappelle, pour tous ceux qui suivent pas ça chaque année, le projet de loi de finances, le PLF, c'est le budget annuel de la France. C'est comme quand vous faites votre budget personnel, mais à l'échelle d'un pays. Concrètement, c'est un document qui prévoit 2 choses principales pour l'année à venir. Combien d'argent l'État va recevoir, donc les recettes, et comment cet argent va être dépensé. Pour faire simple, c'est comme un immense plan de budget qui est préparé par le gouvernement, doit être voté par le Parlement, qui fixe toutes les règles de qui paie quoi et qui reçoit quoi pour l'année suivante. Bref, c'est absolument fondamental parce que c'est ça qui détermine les modalités de dépense de l'argent public. Et voici ce qu'il contient. Pour faire des économies, le budget de l'éducation nationale est sérieusement attaqué. Le gouvernement prévoit de tout simplement supprimer 4000 postes de professeurs, dont plus de 3000 dans le primaire. C'est un coup de rabot d'une ampleur inédite depuis 15 ans. Fait extrêmement rare, tous les syndicats enseignants ont dénoncé un retrait d'emplois d'une ampleur dévastatrice, parlant ainsi d'une ligne rouge franchie pour la première fois, et ont sonné l'alerte sociale. On va rencontrer le cabinet de la ministre dans quelques minutes pour lui dire toute notre colère face à ce budget 2025 qui est proprement scandaleux pour l'éducation nationale. C'est un budget d'austérité, c'est un budget qui ne comprend aucune nouvelle mesure salariale pour les enseignants, alors qu'on sait très bien que si on manque de professeurs aujourd'hui, c'est parce que le métier n'est pas assez attractif. Et puis c'est aussi un budget qui prévoit 4000 suppressions d'emplois d'enseignants. Au moment où l'école va mal, supprimer 4000 postes d'enseignants, c'est proprement scandaleux. L'école est à un point de bascule et finalement le gouvernement choisit de l'enfoncer dans la crise. On ne peut pas accepter ça et c'est pour ça qu'avec toutes les autres organisations syndicales, on vient aujourd'hui exiger des réponses à la hauteur de la crise que traverse l'éducation nationale. La raison invoquée pour la suppression des postes est la démographie. C'est que là, à cette rentrée scolaire, nous avons 80 000 élèves de moins. En septembre 2025, nous en aurons 100 000 de moins. Ces 200 000 en moins, il faut aussi tenir compte de ces chiffres qui sont implacables. En effet, il devrait y avoir moins d'écoliers dans les prochaines années. Mais rappelons 2 choses. Premièrement, entre 2018 et 2022, il y a eu près de 7500 élèves en plus et près de 9000 postes supprimés dans le secondaire. Si la démographie était réellement un critère pour le gouvernement, il aurait alors fallu créer des emplois, mais ça n'a pas été le cas. Au contraire. Deuxièmement, la France est l'un des pays européens qui a les classes les plus chargées, au primaire comme au collège. Cette baisse démographique aurait pu être une forme d'occasion de sortir de cette position, à l'heure où recruter des enseignants devient de plus en plus difficile en raison des conditions d'exercice, mais le gouvernement a donc décidé de sabrer dans les effectifs. Côté santé, c'est une partie du budget qui a fait beaucoup moins de bruit que les autres, et pourtant les conséquences pourraient être assez importantes sur nos vies. Le budget a prévu de baisser le remboursement par la sécurité sociale des consultations chez les médecins et les sages-femmes. Ce remboursement passera de 70 à 60% pour réaliser 1,1 milliard d'euros d'économies. Dans l'idée, les complémentaires sont censés prendre en charge ce manque de remboursement. Seulement, évidemment, elles ne manqueront pas de répercuter cet alourdissement de leurs charges sur le coût de leurs cotisations. L'exécutif va aussi faire des économies avec les hôpitaux, puisqu'il veut dégager 700 millions d'euros, notamment grâce à des optimisations d'achat à l'hôpital. Michel Barnier assure qu'il est en faveur de la justice fiscale. Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale, je le répète une deuxième fois. Une exigence forte chez une grande partie des Français, rappelons-le. Et alors ça, c'est la partie qui a probablement le plus hérissé les commentateurs. On a vraiment un problème de déficit de justice fiscale dans ce pays. On est vraiment un pays qui, je dirais, le piquettisme a frappé. L'équité, la justice, c'est d'arrêter le racket systématique des gens qui réussissent. Pour ce faire, la mesure qui a fait le plus de bruit, c'est celle-ci, l'instauration d'une augmentation d'impôts sur les très hauts revenus. Et on insiste sur le très haut.
Cela concerne ceux qui gagnent plus de 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Ils auront désormais un taux d'imposition minimum de 20% de leur revenu fiscal de référence. Et il faut reconnaître que c'est la première fois, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, que nous assistons à une hausse d'impôts des plus aisés. En ce sens, le gouvernement a raison de souligner que ça va vers plus de justice fiscale. Seulement, cela occulte totalement le fond du problème en ce qui concerne la fiscalité des ultra-riches. Soyons clairs, on parle ici de quelques dizaines de milliers de personnes. Et comme nous l'avons déjà très largement documenté à Blast, ces personnes-là sont précisément celles qui échappent le plus à la fiscalité. Ce sont celles qui ont le plus souvent recours à des montages fiscaux, souvent légaux, pour pouvoir obtenir une imposition optimisée. Imposer un niveau minimal de taxation d'un revenu optimisé ne va pas du tout suffire pour rétablir une certaine justice fiscale ou combler l'énorme déficit mentionné au début de cette vidéo. Bercy ne chiffre d'ailleurs pas cette somme à plus de 2 milliards d'euros. C'est peu, alors qu'il faut trouver des dizaines de milliards d'euros sur un an. Surtout, cette mesure passe à côté de la source principale d'inégalité de ce pays, là encore, maintes fois documentée, les inégalités de patrimoine et non les inégalités de salaire. C'est ce que propose de taxer par exemple l'économiste Gabriel Zucman, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la fiscalité. Nous créons un impôt minimum sur les milliardaires, sur les très grandes fortunes plus généralement, de 2% du patrimoine, c'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir payer moins de 2% de votre fortune chaque année en impôt sur le revenu et IFI. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout la direction empruntée par l'actuel gouvernement. Attention donc à ne pas céder aux éléments de langage officiels. Il ne s'agit pas là d'une véritable politique de justice fiscale. En France, premier constat donc, ce sont avant tout les inégalités de patrimoine qui fondent les inégalités sociales. Et le patrimoine, à plus de 60%, ce sont des maisons et des appartements. Pour paraphraser Clint Eastwood chez Sergio Leone, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont propriétaires de leur logement et ceux qui ne le sont pas. C'est dans le bon, la brute et le truand. Et 10% des ménages les plus aisés possèdent 48% du patrimoine, tandis que les moins dotés, la moitié d'entre eux, n'ont que 6%. Autres mesures fiscales qui ont défrayé la chronique, celles sur les entreprises, censées rapporter cette fois-ci 10 milliards d'euros. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros sont concernées, soit 440 groupes. L'idée, c'est d'augmenter leur taux d'impôt sur les sociétés, mais de manière temporaire, pendant 2 ans seulement. Bercy prévoit de récolter ainsi 8 milliards de recettes en 2025, avec une taxation plus forte, et 4 milliards en 2026 en baissant cette majoration, puis plus rien du tout, puisque c'est temporaire. Petite nouveauté également, les sociétés du transport maritime, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, vont devoir payer une taxe exceptionnelle de 9% en 2025, puis 5,5% en 2026. L'objectif, c'est de récupérer 500 millions d'euros. Là encore, la direction est plutôt différente de celle qui avait été empruntée jusqu'ici par Emmanuel Macron. Pour une fois, on se penche vraiment sur cette idée. Les entreprises ne sont pas égales. Il y a les petites qui peinent déjà à subsister et il y a les énormes groupes qui font des profits colossaux qu'il convient de taxer davantage en période de crise, du moins si l'on adhère à l'idée de justice fiscale. Mais là encore, les mesures sont vraiment plus symboliques qu'autre chose. Pour le transport, l'une des plus grosses niches fiscales, la taxe au tonnage, est épargnée. L'État perd pourtant chaque année près de 4 milliards d'euros avec ce manque à gagner. Bien plus que les 500 millions qu'il espère récupérer. On laisse également en place un budget comme celui du crédit d'impôt recherche, le CIR, un budget donné directement aux entreprises qui coûte 7,6 milliards d'euros en 2024 d'argent public, alors qu'il donne des résultats qui sont plus que limités. Comme l'argent manque, la suppression d'une cotisation qui rapporte 1,1 milliard d'euros à l'année, la cotisation sur la valeur ajoutée, est reportée de 3 ans. Mais le gouvernement ne change pas le cap, puisqu'il compte tout de même supprimer cet impôt. Elle ne touche que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros, et sa suppression est jugée injuste et préoccupante par l'Observatoire de la justice fiscale. Bref, à la fin, philosophiquement et économiquement, on est bien loin de compenser les très nombreuses baisses d'impôts sur les entreprises mises en place par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017. La justice fiscale, c'est pas pour aujourd'hui.
Gros sujet de crispation, les retraites sont également dans le viseur. Une revalorisation initialement prévue pour janvier 2025 ne prendra effet qu'en juillet 2025. En gros, les pensions vont être gelées pendant à peu près 6 ou 7 mois. Cette décision, qui concernera 17 millions de bénéficiaires, vise à générer une économie d'environ 3,6 milliards d'euros pour l'État. En soi, faire des économies sur les retraites, ce n'est pas absurde. La France est le seul pays où les retraités ont un niveau de vie similaire à celui des actifs, selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Dans cet article de 20 minutes, l'économiste et spécialiste des finances publiques, Jacques Lecacheux, explique pourquoi les retraités doivent contribuer selon lui. Tout le monde remplit le contrat social, dont les actifs. Si on demande un effort budgétaire à tout le monde, pourquoi les retraités seraient exemptés ? Rajoutons à cela le fait que les plus âgés ont bénéficié de bien meilleures conditions socio-économiques en leur temps. En moyenne, les baby-boomers ont moins souffert du chômage et ont eu bien plus facilement accès à la propriété. On peut quand même reconnaître qu'ils ont eu une vie globalement meilleure, même si ce n'est bien sûr pas une raison pour les pénaliser pour ça. Le problème, ce n'est donc pas forcément de prendre de l'argent dans les retraites. Le problème, c'est celui des inégalités. Car si cette génération a bénéficié de meilleures conditions, les retraités ne sont pas uniformément bien lotis. Certains sont exposés à l'extrême pauvreté, ont énormément de mal à boucler leur fin de mois. Et en ce sens, geler leur retraite à eux aussi est particulièrement injuste socialement. Si on regarde la mesure proposée, les retraités les plus aisés perdront indiscutablement plus d'argent, environ 450 à 500 euros par an, et ceux au revenu médian environ 300 euros. Mais l'impact relatif sera plus lourd pour les foyers modestes si on en croit l'économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, Pierre Madec, qui a fait un modèle de micro-simulation. Selon lui, les retraités les plus précaires subiront une baisse proportionnelle de leur niveau de vie 2 fois plus importante que les plus fortunés. 1% contre 0,5% pour le dernier vingtile. En cause, le fait que les pensions de base représentent une part plus faible des revenus totaux chez les retraités les plus aisés. Comme le rappelle cet article d'Alternative économique, les 5% de retraités les plus pauvres verraient leur niveau de vie amputé de 1% contre 0,5% pour les 5% les plus aisés. Moi, je suis un retraité, qu'on me demande un effort, j'allais dire pour 6 mois, mais ça me paraît évident. Je veux dire, donc, les hurlements de la députée sont totalement justifiés sur les petites retraites et totalement injustifiés sur le fait, comme vous le savez, qu'en moyenne, les retraités ont un niveau de revenu qui est plutôt, disons, équivalent à celui des actifs, et que 75% des retraités sont propriétaires de leur logement. Donc, je veux dire, il y a retraités et retraités, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est totalement idiot sur cette affaire, c'est le sujet. Il y a 2 ou 3 sujets majeurs sur la réforme des retraites qu'il faut reprendre, et l'un d'entre eux, c'est évidemment le problème des petites retraites qui n'est pas réglé. Côté emploi, le budget prévoit de supprimer les emplois francs dont bénéficient les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Autre cible, les contrats aidés dont les moyens seront diminués, tout comme ceux de l'apprentissage. Selon Alternative économique, si la politique menée sur l'apprentissage se trouvait au cœur de nombreuses critiques dernièrement, effet aubaine, coût important, insertion vers l'emploi décevante, s'attaquer aux emplois francs et aux contrats aidés envoie un mauvais message. Les effets peuvent être discutés concernant le premier dispositif en raison d'effets d'aubaine, mais les contrats aidés ont largement fait leurs preuves. Le budget de l'écologie est lui aussi moins élevé que prévu. Plusieurs dispositifs emblématiques du financement de la transition écologique voient leur dotation diminuer. MaPrimeRénov', par exemple, censé financer la rénovation énergétique des logements, perd 1 milliard d'euros. Le Fonds vert, censé financer la transition écologique dans les collectivités territoriales, voit son budget passer de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard. Les 2 dispositifs avaient déjà subi des coupes de 1 milliard et 400 millions d'euros en 2024. Dernière victime du redressement des comptes publics, le bonus à l'achat d'un véhicule électrique qui est diminué de 500 millions d'euros. En revanche, le projet de budget 2025 prévoit de renforcer la fiscalité verte. 300 millions d'euros à récupérer selon le gouvernement via le durcissement du malus automobile pour dissuader d'acheter les véhicules thermiques neufs les plus polluants. Côté transport toujours, il est question de taxer les billets d'avion et de récupérer 1,5 milliard d'euros. Enfin, la réduction de TVA à 5,5% sera supprimée pour l'installation de chaudières à gaz. Bref,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme les gouvernements précédents, celui-ci fait passer la dette économique devant la dette écologique. Selon l'Institut I4CE, il faudrait investir 18 à 52 milliards d'euros d'argent public supplémentaires chaque année à partir de 2024 pour atteindre les objectifs climatiques en 2030. On est donc vraiment très loin du compte. Un dernier endroit qui connaît des coupes majeures, le budget des collectivités locales, et cela risque d'avoir de grosses conséquences. Ce sont les collectivités qui vont assumer une grande part de l'effort du pays. 20% de la baisse des dépenses publiques les concerne. Rappelons que les investissements des collectivités représentent près de 60% d'investissements publics en France. Ces collectivités soutiennent des pans entiers de l'économie et des services publics. Ça concerne donc des réductions dans des secteurs comme l'éducation, le logement, les travaux publics ou le bâtiment. Comme le souligne cet article de Mediapart, c'est un pari risqué. On se souvient que la dernière fois qu'un exécutif, celui de François Hollande, a coupé significativement les vivres des collectivités, l'investissement public local a chuté d'1 point de PIB entre 2013 et 2016, rendant la croissance de l'économie atone et d'autant plus complexe le retournement de la courbe du chômage que l'ancien chef de l'État avait affiché comme mantra. Au menu, pourtant, de ce nouveau budget, une coupe de 5 milliards d'euros de soutien de l'État aux communes, intercommunalités, départements et autres régions, et la réduction de 1,2 milliard d'euros des transferts de TVA aux collectivités. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car si on simplifie un peu, des coupes dans d'autres budgets comme le fonds vert vont les toucher, et leurs dépenses doivent pourtant augmenter à cause de divers frais, comme les augmentations des dépenses de cotisation de certains fonctionnaires, par exemple. Bref, les collectivités tirent la sonnette d'alarme. Nous, aujourd'hui, on a des budgets qui sont votés strictement à l'équilibre. Alors, on optimise, mais à un moment donné, quand vous vous êtes séparé d'un certain nombre d'agents et que vous ne pouvez plus aller au-delà, que vous avez réduit au maximum les dépenses... ça veut dire qu'on n'a pas réduit au maximum. Ça veut dire qu'on n'a pas réduit au maximum. Si aujourd'hui, aller au bout de la démarche de l'optimisation, ça veut dire fermer des services publics, je crois que c'est une très mauvaise idée. Philippe Laurent, le vice-président de l'Association des maires de France, estime qu'en tout, les collectivités vont perdre 8,5 milliards à 9 milliards d'euros. Si on rassemble toutes les mesures expliquées depuis le début de la vidéo, celles-ci pourraient bien considérablement ralentir la croissance du pays, selon l'économiste hétérodoxe Anne-Laure Delatte. S'il est adopté tel quel, le budget 2025 coûtera 0,6 points de croissance à notre pays, selon ses calculs. Vous l'aurez compris, ce budget est donc plus que discutable et vivement critiqué par certains économistes. Mais alors face à cette situation, qui fait quoi ? Qui vote quoi ? On l'a maintes fois documenté à Blast, la situation politique actuelle est très complexe à suivre en raison de la tripartition de l'Assemblée. Côté NFP, la position est assez simple. Cette alliance est globalement en défaveur de l'ensemble du budget et a proposé 10 mesures phares dans la droite lignée de ce qui avait été présenté lors des législatives pour réussir à faire des économies et redresser les comptes publics. Selon les parlementaires socialistes, insoumis, écologistes et communistes, ces 10 mesures devraient permettre 50 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Au menu, une réduction des inégalités fiscales de patrimoine, une nouvelle taxation des superprofits, un impôt sur la fortune climatique ou encore le rétablissement de l'exit tax. Rien de vraiment nouveau sous le soleil, on est sur un traditionnel programme de gauche redistributif axé autour de la justice fiscale et donc de la taxation des plus riches. Pour l'instant, lors de l'examen du budget, les députés votent en faveur des mesures qui vont dans la direction de la redistribution présente dans le budget Barnier, comme par exemple la taxation des plus aisés. Du côté de la Macronie et des LR qui gouvernent ensemble, c'est pas si simple. Le budget a été critiqué par la Macronie, notamment pour être trop à gauche. Ainsi, certains députés et anciens ministres macronistes ont fait des contre-propositions, comme par exemple le fait que l'État vende une partie de ses participations, ses parts dans des sociétés cotées. Globalement, de nombreux macronistes et bien sûr les républicains votent contre les mesures de fiscalité sur les riches et les entreprises évoquées un peu plus tôt dans cette vidéo. Pourtant, rappelons que les baisses d'impôts des 7 dernières années représentent une perte de recettes de 62 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes, soit 434 milliards d'euros en tout.
Bref, les libéraux défendent tout ce qui va à l'encontre du libéralisme. Là encore, rien de vraiment nouveau, on est vraiment dans la droite lignée de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Du côté de l'extrême droite, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une différence assez importante entre ce que disent les responsables du Rassemblement national, officiellement opposés au gouvernement, défendant, eux, une politique de défense des travailleurs, et les faits, dans leur vote et leur positionnement en commission des finances à l'Assemblée, par exemple. Médiatiquement, le RN s'est opposé à peu près toutes les mesures qui étaient impopulaires, comme par exemple les suppressions de postes d'enseignants. Il y a deux types de fonctionnaires. Vous savez, il y a des fonctionnaires qui sont dans des agences à Paris, qui sont parfois aussi des postes pour recaser des ministres, des anciens députés, des copains. Et puis, il y a les postes de catégorie, des fois B et C, qui sont sur le terrain, qui sont au contact des Français, qui sont la question des professeurs, alors même que moi, je vois dans mon territoire encore des classes fermées chaque année. Ça, ce n'est pas des bonnes suppressions. Il y a les bonnes suppressions de fonctionnaires. Vous savez, des fonctionnaires qui ne sont pas au contact du public, et il y a les mauvaises suppressions. Il faut Mais vous dites exactement la même chose que Michel Barnier, Thomas Ménager. Oui, mais M. Barnier, c'est pas ce qu'il fait. Mais n'oublions pas que l'extrême droite est très clairement du côté des plus riches et des grosses entreprises. Elle s'est donc aussi opposée aux taxations redistributives. Le RN a lui aussi proposé un contre-budget, comme le NFP, avec des mesures très révélatrices de ses intentions. Et il y a là des nouveautés par rapport au programme initial qui, rappelons-le, changent pas mal d'une élection à une autre. Pour faire des économies en plus, le Rassemblement national propose cette fois de réduire l'aide de la France aux étrangers, une constante là pour le coup, ou de sabrer dans l'administration publique. Les cibles de ce contre-budget sont clairement désignées, les administrations, les étrangers et la transition écologique. Par exemple, il veut supprimer l'aide médicale d'État pour les étrangers. Moi, je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Ou réserver la prime d'activité aux seuls Français. Sur l'écologie, le parti veut supprimer le plan vélo, réduire encore plus le fonds vert, ou encore retirer purement et simplement 110 millions d'euros de subventions aux associations œuvrant dans le champ de l'écologie et de la mobilité durable, tout en retirant 6 milliards d'euros de subventions aux énergies renouvelables. Du côté des administrations, le projet du parti lepéniste est complètement passé sous les radars, et pourtant c'est très important. Il veut tout simplement supprimer ou raboter le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la commission de régulation de l'énergie, la commission nationale du débat public, l'agence française de lutte contre le dopage, le régulateur des télécoms, les agences de l'eau, les parcs nationaux, l'agence nationale de l'habitat, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et l'office français de la biodiversité et de nombreuses agences culturelles. Le parti annonce aussi vouloir mettre fin au statut d'intermittent du spectacle, par exemple. Je ne comprends pas, quand on est pour le travail ou contre la justice sociale, qu'on considère que c'est à l'État et que c'est aux travailleurs français de financer un régime qui ne fonctionne pas. Il ne s'agit pas de ne pas financer le spectacle vivant, il ne s'agit pas de financer la culture, il s'agit de mettre fin à des rentes qui exploitent toujours les mêmes. Comme le souligne le HuffPost, le Rassemblement national n'oublie pas d'épargner dans son budget certains segments stratégiques pour lui. Pas question, ainsi, de taper au portefeuille des entreprises et se mettre à dos les grands patrons. Pas question non plus de demander une petite contribution aux retraités, cet électorat qui peut faire ou défaire une élection. Le budget de 2025 révèle des choix politiques très clairs. Une austérité qui frappe particulièrement les services publics et les collectivités locales, quelques mesures symboliques de justice fiscale qui ne compensent pas les années de cadeaux fiscaux aux plus aisés, et un renoncement aux ambitions écologiques. Mais au-delà des postures politiques, c'est bien l'avenir des services publics français qui est en jeu. Entre la nécessité de réduire la dette et celle de maintenir un État capable de faire face aux défis sociaux et environnementaux, l'équation semble impossible à résoudre sans un véritable débat sur la répartition des richesses dans notre pays. Le vote sur la partie recettes du PLF est prévu le 29 octobre prochain. Tout ce que je vous ai déroulé dans cette vidéo peut être modifié ou discuté. Et s'il n'y a pas de majorité, le texte passera probablement avec un 49-3. Et en l'état, aujourd'hui, ça reste l'option la plus probable. On continuera à suivre tout ça sur Blast. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu détaillée, un peu longue, mais on s'est dit que presque personne ne l'avait fait dans le paysage médiatique et qu'il était parfois important d'apporter des précisions.
Même si cette émission nous paraissait déjà très longue, je n'ai pas pu traiter de nombreux autres aspects du budget. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à la commenter, c'est important parce qu'en ce moment, l'algorithme de YouTube ne nous aime pas trop. De plus, si vous voulez soutenir notre travail et éviter que nous ayons, nous aussi, à redresser nos comptes à la fin de l'année, c'est vraiment le moment de faire un don ou de vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.